Alors on dit souvent que le nerf de la guerre climatique c'est l'argent, bon, mais la question n'est pas seulement qui paie, c'est aussi qu'est-ce qu'on paie, qu'est-ce qu'on finance. Et ça on va le voir dans cette nouvelle conversation, on va interroger ce que signifie engager des financements face au changement climatique. Et pour ça, comme on le fait depuis, durant tout ce colloque, depuis ce matin, on va prendre le sujet avec plusieurs angles de vue différents et complémentaires. La recherche économique, le soutien au territoire, la gestion du risque, les réseaux techniques également. Et cette complémentarité des points de vue me permet juste de saluer le travail du comité scientifique, représenté par Valérie Masson ici présent, du comité scientifique de ce colloque, qui fait un travail extraordinaire en amont. C'est un travail méconnu, mais forcément, c'est eux qui bâtissent toutes ces conversations. Et moi, je peux vous dire, moi qui suis aux premières loges, pour m'entretenir avec chacun avant, c'est parfait. Les angles vraiment sont parfaits pour aborder tous ces sujets qui sont des sujets éminemment complexes et qui nous montrent à chaque fois que tous ces angles sont interdépendants les uns les autres. On est tous confrontés au même défi, rendre finançables des actions d'intérêt général, souvent complexes, parfois coûteuses, mais essentielles. Je vais donc appeler, pour nous aider à réfléchir autour de ces financements, Anne Épaulard. Anne, directrice du département économie et environnement de l'OFCE. Vous avez notamment dirigé une étude sur le coût de la décarbonation à Paris. Alors, il n'y a pas forcément de plan de table, mais je serais heureux que vous soyez à côté de moi. Laurence Roux, responsable du service d'ingénierie territoriale à la Banque des Territoires, le groupe Caisse des dépôts. On peut vous applaudir, bien sûr. Vous accompagnez les territoires dans leurs projets d'adaptation. Blaise Bourgeois, vous êtes directeur de la réassurance des risques naturels et des projets techniques de Generali. On peut vous applaudir, Blaise aussi. Et puis Florent Surchetti, délégué aux transitions et territoires pour Enedis Paris. Nous vous applaudissons, Florence. Alors, j'ai une petite habitude, ou plutôt un petit jeu, c'est que je démarre les conversations avec une question très simple à poser en apparence. C'est une question courte qui appelle évidemment, c'est là l'ambition de ce petit jeu, c'est qui appelle une réponse également très courte. Je vous la pose également à vous et à vous notamment en ligne. Répondez-y dans le chat. La question est la suivante. Quand une collectivité vous parle de coût, quel mot vous aimeriez qu'elle utilise à la place ? Comment on pourrait changer le mot coût quand une collectivité vous rétorque toujours « Ah oui, mais c'est une question de coût ». Eh bien, on va commencer avec vous, Anne Épaulard. Alors, j'enlève pas le mot coût, mais je rajoute bénéfice. Parce qu'il y a des coûts et des bénéfices. Merci Anne. Qu'est-ce que vous changeriez du coup ? Comment vous remplaceriez ? Ce serait quoi votre mot ? Je parlerai d'investissement pour l'avenir. Investissement pour l'avenir. Blaise Bourgeois ? S'affranchir du coût pour aller vers la connaissance, l'anticipation, la prévention dans une logique et une démarche de partenariat public-privé. Ça fait un joli mot, une jolie phrase. Merci Blaise. Et Florent Surchetti ? Oui, bonjour. Je parlerai peut-être de projets communs, parce que je suis convaincue que quand on a des enjeux et des priorités communes, on peut trouver des solutions pour que ces projets s'engagent. Et bien voilà, amis qui travaillent dans les collectivités, vous avez pas mal de mots pour remplacer le mot coût. Voilà. Merci à vous pour ce petit jeu. Anne Épaulard, on va faire un premier tour et puis après on conversera vraiment tous ensemble bien sûr et ensuite avec vous qui êtes ici et qui êtes en ligne. Anne Épaulard, vous avez mené une étude pour la ville de Paris sur le coût de la décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux enseignements que vous avez tirés de cette étude ? Alors, tout d'abord, l'étude, on l'a appelée « Décarboner Paris, coûts et bénéfices ». C'est pour ça que les bénéfices, c'est très important. Et je vous conseille d'aller sur le site de l'OFCE. On a fait paraître une synthèse du rapport dans un policy brief qui s'appelle « Décarboner Paris, coûts et bénéfices ». Là, c'est la version courte. Vous pouvez aller voir aussi le rapport dans son ensemble qui représente la version longue. Alors, ça coûte cher. Okay. Alors, combien ça coûte ? Eh bien, d'après nos chiffres, donc on regarde que la décarbonation. On n'a pas chiffré le coût de l'adaptation. Donc déjà, c'est qu'une partie du coût. Pour l'ensemble des Parisiens, donc pas que pour la ville de Paris, mais pour l'ensemble des Parisiens, les entreprises, les ménages, l'État et puis la ville de Paris, les bailleurs sociaux, enfin tout le monde, ça coûte à peu près, jusqu'en 2030, ça coûte à peu près 2 milliards par an. Et puis après, ça descend à 1,5 milliard par an. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le surcoût, le coût supplémentaire qu'on doit investir par rapport à la tendance, par rapport à ce qu'on aurait dépensé normalement.
Voilà. Et ça permet à l'horizon 2050, à Paris, d'être en scope 1 et 2, d'être quasiment à l'objectif zen, c'est-à-dire 0 émission nette. L'objectif zen. Oui. J'ignorais cet acronyme. Voilà. Je vais le réutiliser. Et en préparant notre échange, vous me parliez d'un risque de comportement de passagers clandestins. Qu'est-ce que c'est ce risque-là? Ok. Alors. Oui, je vous emmène. Bon, on doit tous dépenser de l'argent. Quand je vous dis les montants que j'ai mentionnés, je ne les ai pas divisés encore à ce stade. C'est dans le rapport, mais pas de ce que je suis en train de dire. On ne les a pas divisés en qui va payer, qui va financer quoi. C'est juste le total. On a aussi chiffré combien chacun allait économiser sur sa facture de chauffage et des choses comme ça. Mais aussi, on a chiffré quels étaient les co-bénéfices. Les co-bénéfices, c'est que si jamais on utilise moins de chauffage au gaz ou de voitures thermiques, eh ben on vivra dans une ville avec davantage d'air pur. Il y aura moins de passoires thermiques, il y aura moins d'embouteillages. Et donc, du coup, on va tous bénéficier dans notre santé, dans nos dépenses de santé. On va tous avoir un gain. Alors, si je suis un individu ou un individu purement rationnel, je vais dire je vais laisser les autres faire le job. Moi, je vais bénéficier, puisque c'est de l'air pur, sans moi faire quelque chose pour mon appartement, pour ma voiture, que sais-je. Et donc, il faut vraiment embarquer tout le monde pour que il n'y ait pas de passagers clandestins, des gens qui veulent bénéficier des externalités de vivre dans une ville décarbonée sans en payer le coût. Merci beaucoup Anne. On reviendra, je pense, sur ce sujet-là de notre interdépendance, encore une fois. Il faut repenser les modèles économiques de l'adaptation, mieux structurer la demande, et c'est ce que fait la Banque des Territoires notamment. Laurence Roux, vous accompagnez les collectivités dans cette démarche. C'est quoi aujourd'hui les facteurs qui font basculer un projet dans une stratégie qui puisse être la plus crédible, la plus finançable possible? Alors, aujourd'hui, un risque comme la Caisse des dépôts, qui est un financeur de long terme jusqu'à 80 ans sur certains projets, c'est que les actifs, ce qu'on appelle les actifs échoués, est une obsolescence raccourcie, et donc on a une déconnexion entre le financement de long terme et la valeur des actifs. Donc, macroéconomiquement, en termes de financement, on voit bien à un moment quel est le problème d'avoir une dette suspendue à rien du tout, et suspendue au-delà de n'importe quel actif. Sans valeur d'actif et sans valeur d'actif intrinsèque ou sans valeur d'usage. Une fois qu'on a dit ça, si on veut travailler sur la résilience d'un actif à l'aune du changement climatique ou la résilience d'un financement, ça a été très largement dit ce matin, donc je crois que je ne vais pas être très originale, c'est d'abord effectivement connaître les vulnérabilités des territoires. On parle d'exposition, puis de vulnérabilité et après de réduction des risques ou de prudence ou de précaution dans les projets qu'on va financer. Donc le premier sujet, c'est comment on identifie, comment on qualifie ces vulnérabilités. Le deuxième sujet, ça a été également dit ce matin, c'est qu'on voit bien que les vulnérabilités, ce ne sont pas les données d'hier. Les données du climat de demain, à court, moyen, long terme, ne sont pas les données ou les points de référence d'hier ou même d'aujourd'hui. Donc comment on se projette dans un monde, dans une trajectoire, un monde, une France en tout cas, à 4 degrés, c'est regarder les impacts à court, moyen, long terme, et la façon dont ça expose certaines personnes ou certains actifs. Et donc, une fois qu'on a dit ça, accompagner des trajectoires d'adaptation, c'est se poser la question de où on met les projets, où est-ce qu'on cible les investissements, comment est-ce qu'ils sont configurés, est-ce qu'ils intègrent effectivement des solutions d'adaptation. Et une fois qu'on a regardé ça, dans le meilleur des mondes, on pourrait se dire que là, on a mis de l'argent bien utilisé, parce qu'on a mis de l'argent sur des actifs et des endroits résilients qui apportent des solutions dans l'aménagement des territoires au sens large. Vous c'est pas l'idée de passager clandestin, c'est l'idée d'action sans regret, qui est un terme que vous utilisez pour parler aux collectivités. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression? Alors, il y a des nouveaux outils pour les collectivités, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont par exemple ceux qui ont été développés par l'Institut économique pour le climat, qui sont nos bons compagnons sur ces sujets. Les collectivités font des plans pluriannuels d'investissement, des PPI. Et de plus en plus, les collectivités peuvent intégrer la question climatique dans leur PPI.
Encore une fois, une collectivité, quand elle se finance, elle peut décider de s'autofinancer, elle peut décider d'aller chercher des subventions, parce qu'il y aura aussi besoin d'accompagnement financier, en subvention, pardon, et puis elle pourra aussi aller chercher le levier de la dette. Plus vous êtes sur du financement de court terme qui n'augmente pas les capacités de résilience sur le territoire, plus, et ça a été dit aussi, plus on s'expose à des coûts qu'on aura de moins en moins à payer, la capacité de payer, qui vont impacter les sections de fonctionnement des collectivités. Plus on s'outille et on investit pour l'avenir dans une trajectoire pluriannuelle, plus on réouvre les capacités des territoires à organiser leur aménagement résilient et aussi l'attractivité. On a beaucoup parlé d'attractivité sur les dernières années d'aménagement. Aujourd'hui, on a prononcé le mot d'habitabilité, mais il n'y aura pas d'attractivité sans habitabilité des territoires. Donc quels sont les investissements qui vont redonner du souffle et de la résilience sur ces territoires? Et c'est pour ça qu'on préfère parler d'investissement. Et c'est de l'investissement de long terme. Après, sur le sans regret, pourquoi? Ça veut dire que si on parle que du 2100, on a l'impression que 2100, c'est maintenant. Et là, c'est très anxiogène. Mais 2100, on peut le préparer. Donc on peut mettre en place des actions sans regret de court terme, des actions à moyen terme et des actions à plus long terme. Et là, elles n'ont pas le même profil, elles n'ont pas le même profil de financement. Et c'est dans ce sens-là qu'on pense qu'il y a des actions qui sont sans regret. Alors, je n'ose pas vous donner trop d'exemples parce que ça dépend des territoires. Oui. Parce que les solutions d'adaptation, comme ça a été parfaitement dit, ne sont pas les mêmes par territoire. Ça, on va y venir aussi un petit peu plus tard. Mais par exemple, je vais quand même donner un exemple. Sur des territoires qu'on accompagne sur le littoral qui sont très avancés, l'éternelle question qui s'intègre dans les débats du Comité national du trait de côte, par exemple, en ce moment, c'est est-ce que je protège ou est-ce que je relocalise? En fait, je ne vais pas tout faire en même temps. Je vais peut-être un peu déplacer, un peu renaturer, un peu protéger, mais pas à 100 ans. Et comment on va organiser tranquillement l'aménagement du territoire? Une opération d'aménagement, c'est 30 ans, hein. Mini. Voilà. Merci Laurence. Dans ce paysage, il y a un autre acteur qui a un rôle très structurant, c'est l'assureur. Parce que l'assureur voit venir les risques, parce qu'il les chiffre, parce qu'il peut jouer aussi un rôle actif dans la prévention. Blaise Bourgeois, vous, c'est le regard que vous portez chez Generali. Alors, en tant qu'assureur et qu'investisseur, comment vous voyez le rôle que doit jouer une compagnie comme Generali dans cette guerre, pour reprendre cette expression, ou dans cette réponse, en tout cas, qu'on peut apporter au changement climatique? Ce rôle, on le pense structurant et il nous tient très à cœur, en tout cas chez Generali France. C'est vrai qu'en tant qu'assureur, aux côtés de nos clients, de nos distributeurs, on est aux premières loges de ce réchauffement climatique, de ce dérèglement climatique. Et les faits sont têtus et ils s'imposent à tous. Quelques chiffres qui ont pu être mentionnés peut-être depuis la matinée, c'est plus 1,6 degrés de réchauffement climatique au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est quasiment le double au niveau européen. Donc on voit des phénomènes d'accélération, d'amplification et de diffusion systémique. Ça a été évoqué aussi dans le keynote juste avant. Ça induit quoi? Ça induit qu'un assureur, il est là aussi pour financer des sinistres. C'est son premier rôle de financement d'économie, c'est de financer les sinistres, de réparer les indemnisations. Ça, c'est 2 milliards de coûts moyens pour le marché français entre 1990 et 2010. C'est déjà le double sur la décennie 2010-2020 et c'est en train de s'accélérer. On a des montants x2, x3 et on a des projections qui sont encore plus alarmantes. Ça nous oblige, bien évidemment. Ça nous oblige parce que ce qui est véritablement en jeu, c'est aussi le défaut de protection. À l'échelle mondiale, c'est 310 milliards de coûts de sinistre, 135 milliards seulement, si je puis dire, qui sont indemnisés. Et on voit que ce sont souvent les pays les plus pauvres, les populations les plus vulnérables qui sont malheureusement le moins assurées. Donc ce gap de protection, on veut y prendre toute notre part, on veut garantir l'assurabilité pour l'avenir. Alors nous, chez Generali, on a décidé d'agir en 3 points. C'est d'abord sur la mesure et la compréhension de ces phénomènes climatiques, c'est sur l'alerte et la prévention, vous l'avez évoqué, et c'est en tant qu'assureur, à la fois dans les engagements que nous portons à notre passif, les produits d'assurance que nous proposons, mais également les investissements que nous pouvons faire, puisque nous transformons ces primes et nos fonds propres en investissements pour aider à décarboner aussi et faciliter cette transition écologique. Alors, sur la mesure et la compréhension, on a la chance chez Generali d'avoir un Generali Climate Lab depuis 10 ans, depuis quasiment la date de l'accord de Place de Paris. Ce sont un pool d'experts pluridisciplinaires, scientifiques, hydrologues, climatologues, géomaticiens, actuaires bien sûr, data scientists, qui nous aident à progresser dans notre cartographie des risques, dans nos mesures des risques, et qui permettent surtout d'avoir un temps d'avance dans l'anticipation
de ce que seront les risques de demain. C'est une chose de regarder le passé, mais on voit que le passé n'est plus le meilleur prédicteur de l'avenir finalement. Et à partir de ça, on garantit la mutualisation de ces risques, qui est la condition première de l'assurabilité justement. Et puis on croit beaucoup à la recherche chez Generali France. C'est pour ça qu'on a lancé, vous l'avez vu aussi, des partenariats. On a relancé notre partenariat avec la mairie de Paris, avec le Ballon Generali, avec ce consortium formidable qui s'appelle Copernicus au niveau européen, qui enrichit encore avec des données satellites tous les enjeux autour du changement climatique, et avec tout un tas de laboratoires du CNRS aussi, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Cet écosystème-là, il nous apporte aussi beaucoup en termes de connaissance des risques. Et vous le savez que le Ballon Generali, outre le fait d'être une attraction, c'était un véritable laboratoire volant qui mesure, qui est une vigie du changement climatique à l'échelle de la ville de Paris, mais plus largement au niveau européen aussi. Alors, on le fait aussi dans une perspective d'élargir justement les impacts de ce changement climatique au-delà des impacts sur les individus, des biens, des propriétés, c'est aussi sur la santé. Et donc, on a noué de nouveaux partenariats également avec l'Institut médical de recherche de Mont-d'Or, par exemple, et l'INSERM, pour justement étudier ces phénomènes-là. Alors, en tant qu'acteur, on croit beaucoup aussi, évidemment, à la prévention. On pense que la prévention, ça va devenir la condition demain de l'assurabilité. Ça suppose que chacun, tout individu, particulier, entreprise, etc., prenne conscience de ses risques, de sa vulnérabilité, de son exposition. Donc, on le fait à travers des outils qui sont mis à disposition gratuitement. Ça s'appelle EFAR, Ensemble face au risque. C'est une plateforme très simple d'usage, gratuite. Et c'est là où on voit que les coûts de financement de la transition, en fait, peuvent ne pas être très élevés dès lors qu'on en a une bonne connaissance préalable. On a aussi tout un service, je dirais, de conseil dédié à nos clients à travers notre réseau agent qui s'appuie sur aussi une formation de notre réseau de distribution à travers la fresque du climat. 100% de nos réseaux de distribution ont été formés et on a des fiches pratiques très concrètes, très détaillées qui s'adaptent, et ça vous l'avez souligné aussi, à des réalités locales. Et ça, je pense que c'est très important aussi d'avoir cet ancrage local parce qu'à chaque territoire correspond une action, une spécificité en termes d'exposition. Et enfin, évidemment, en tant qu'assureur, on prévient nos clients en amont des périls. On l'a vu par exemple à l'occasion des tempêtes de grêle récemment à Paris. On envoie plus de 4 millions de SMS à nos clients tous les ans. Et puis on assure surtout une plus grande résilience dans la reconstruction. Donc on passe d'un statut, si vous voulez, de financeur de sinistres à un véritable métier d'ingénieur dans la résilience justement des individus, des particuliers, des entreprises et des territoires plus largement. On le fait à travers nos engagements de passifs, c'est-à-dire les produits qu'on propose. Notamment, on s'est complètement rétracté, vous voyez, de tout ce qui est, parce que l'assurance, c'est une forme de financement aussi, tout ce qui est charbon, mines, etc. On le fait à travers aussi des financements et des assurances sur des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est une innovation en termes de produits. On le fait à travers des filières, par exemple la construction bois. On le fait, et c'est le mérite de l'assurance, à travers des inducteurs de comportement vertueux, par exemple sur des offres kilométriques en auto, ou sur la proposition de rebâtir avec des éléments, des pièces de réemploi également. Tout ça, ça permet d'atténuer les coûts. Donc il y a des mesures très concrètes, je dirais quotidiennes, qu'on peut proposer pour atténuer ça. Et on le fait enfin, et excusez-moi, je m'arrêterai là, d'être un peu long, à travers les investissements que nous portons. Évidemment, on a un bilan, par exemple, chez Generali France, de l'ordre de 100 milliards d'euros. Ce sont autant de capacités de mobilisation d'épargne, de capital, que l'on peut mettre à disposition de l'atténuation, la décarbonation, et je dirais le financement de tout cet écosystème maintenant qui est en train d'émerger autour de la transition climatique. Merci Blaise Bourgeois. On va le voir juste après avec vous, Florence. Il y a certains équipements ne sont plus forcément adaptés aux réalités du changement climatique. Il va y avoir une montée des coûts. Il y a une tension sur la réassurance également, Blaise Bourgeois. Et lorsqu'on a échangé un petit peu en amont, vous me parliez des limites du régime CatNat, le régime catastrophe naturelle. Là-dessus, ça fait quand même plein de sujets techniques. Comment on fait pour garder un système, maintenir en tout cas un système soutenable? Comme je l'ai évoqué, c'est vrai qu'on ne peut pas être les seuls en tant qu'assureurs, à côté de nos clients malgré tout, à soutenir ce coût inflationniste aujourd'hui de cette dérive climatique. C'est bien comme ça qu'on la qualifie et qu'on doit malheureusement la projeter aujourd'hui dans nos outils, dans nos modélisations. Donc on pense que c'est à travers et surtout ce qu'on ne veut pas, c'est arriver dans une situation, vous voyez, comme en Californie ou en Floride, où vous avez une rétractation de l'offre d'assurance. Ne pas assurer, c'est un échec pour un assureur. Vous voyez, c'est pas quelque chose vraiment qu'on souhaite. Donc pour nous, vraiment, ça passe par la prévention comme condition de l'assurabilité.
Ça se situe d'abord à un niveau individuel, micro, pour reprendre le terme d'une économiste qui m'est chère à mon cœur aussi. Donc c'est chaque comportement individuel, dans la connaissance intime de ses risques, devenir un acteur de sa propre résilience climatique, une fois qu'on a posé son bilan de santé climatique, si je puis dire. Et puis, ça passe forcément par, je dirais, des systèmes de co-construction avec son assureur, c'est-à-dire trouver les modalités aussi de financement qui existent pour faciliter justement cette adaptation climatique. C'est pour ça qu'effectivement, le régime CCR, le régime CatNat, qui nous est très cher également en France, hein, qui a été créé en 1982, on doit le pérenniser, ce régime. C'est à ce titre qu'on a vu une augmentation des surprimes NatCat l'an dernier, enfin sur 2025. On verra si ça continue ou pas, si ça suffit pour équilibrer le régime. C'est un régime de mutualisation des risques sur certains risques naturels seulement, c'est-à-dire que ça ne couvre pas l'ensemble des risques. Hein. C'est sur l'inondation, sur le retrait-gonflement des argiles et sur les déplacements de terrain. Voilà. Mais par contre, ça ne couvre pas la tempête, la grêle et la neige, par exemple. Hein. Merci pour ce point technique qu'on va sans doute réaborder ensuite. Dans les infrastructures critiques, bon, il y a les réseaux. Là, je me tourne vers vous, Florence. Florence Urchetti, à Enedis Paris, vous travaillez au quotidien sur cette question d'adaptation concrète, adaptation des réseaux, des structures. Prenons l'exemple juste ici à Paris. Le réseau électrique à Paris, il est dense, il est ancien, et il faut sans arrêt le rendre, l'adapter, quoi. Alors déjà, comment vous faites et qu'est-ce que ça change dans votre manière à vous d'aborder les investissements? Il faut les séquencer de manière différente. Oui, merci pour cette question. Alors permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur Enedis. Donc Enedis, c'est le gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité. Nous intervenons dans une logique concessive en fait avec les collectivités. Les collectivités sont propriétaires du réseau et des différents ouvrages électriques, hein, je parle des câbles, des postes, etc. Et les collectivités en donnent la concession à Enedis. Et donc c'est nous qui exploitons et qui gérons ce réseau. On est 41 000 sur le territoire métropolitain, répartis dans 25 directions régionales, et c'est ce qui nous permet, c'est notre force, je crois, d'être au plus près des collectivités, dans une logique d'ancrage local que vous évoquiez. Alors, donc à Paris, concrètement, nous, on est 1200, directement, évidemment, impliqués aux côtés de la ville. Alors, vous parliez du réseau parisien. Il est dense, c'est vrai. Il est ancien, c'est vrai aussi. Alors, il est exposé, mais pas forcément plus que dans d'autres régions. Il faut savoir qu'il est enterré, le réseau parisien, et donc forcément, en cela, il est préservé des tempêtes, par exemple, contrairement à la Bretagne. En revanche, il est exposé à deux autres risques majeurs, que sont les canicules et les inondations. Quand, effectivement, il fait très chaud pendant plusieurs jours, que les températures ne descendent pas en été, eh bien, le sol se réchauffe et des ouvrages électriques qui ont été installés à des époques où des canicules étaient moins présentes, eh bien, surchauffent et puis parfois claquent. Alors, évidemment, ça expose les Parisiens à des risques de coupure et nous devons résorber les points de fragilité de ce réseau-là. L'autre risque, c'est le risque inondation, parce que des ouvrages électriques sont installés dans les arrondissements, hein, les plus exposés au risque inondation. Et ces ouvrages-là, eh bien, sont exposés au risque de montée des eaux et nous devons les protéger. Donc chaque année, nous investissons plus de 140 millions d'euros à la modernisation de ce réseau afin de le rendre plus résilient au changement climatique en ciblant plus spécifiquement les risques crus et les risques canicules. Merci Florence. Concrètement, avec la collectivité, puisque aujourd'hui c'est un colloque ville et changement climatique, comment vous travaillez, et j'imagine main dans la main, avec la ville de Paris? Parce que ça ne se fait pas comme ça. Absolument, c'est une logique de partenariat en fait. Alors je parlais des investissements dédiés à la modernisation du réseau, et là nous avons un intérêt commun évident avec la ville qui est d'éviter autant que faire se peut que les Parisiens soient coupés. En complément de ces actions-là qui correspondent à notre réel cœur de métier, nous avons également conclu avec la ville une convention de transition écologique dédiée à identifier des actions que la ville souhaite engager pour répondre à ses objectifs du plan climat et qui permettent également d'utiliser les compétences et les savoir-faire d'Enedis. Donc on retrouve cet intérêt cette notion de projet commun que j'évoquais tout à l'heure. Et ce sont des actions que nous finançons ou que nous cofinançons parce qu'encore une fois, elles nous permettent de valoriser et d'utiliser nos savoir-faire.
Alors, Madame la maire Anne Hidalgo évoquait dans son introduction l'importance d'avoir des chiffres et des résultats pour montrer l'efficacité des actions qui sont engagées. Eh bien, à notre modeste échelle, nous, on y contribue. Par exemple, on produit des observatoires, des données qui montrent l'évolution des consommations énergétiques, l'évolution de la production d'énergie à Paris, l'évolution des usages électriques tels que la mobilité électrique, l'évolution des poches de précarité également. Tout ça, ce sont des informations que je pense importantes pour la ville, pour lui permettre d'une part de mesurer l'efficacité des actions qu'elle engage, et puis peut-être d'orienter et de prioriser les actions qui seront engagées demain. Merci. J'ai envie de rebondir sur cette dernière question, sur le comment vous travaillez avec les collectivités de manière très très concrète. De manière très concrète est assez précis dans ma question, sachant qu'une ville comme Paris, oui, il y a du monde, il y a des experts, il y a des ingénieurs, on sait, ils savent travailler efficacement avec les organisations, ils savent traduire les données, mais une petite collectivité, elle est souvent démunie. Comment vous l'accompagnez? Comment vous l'aidez sur le terrain aussi à traduire tout ça? Parce que ça engage quand même des travaux qui sont très très longs sur le très long terme. Et il faut qu'ils puissent être suffisamment forts pour traduire, pour les expliquer. Comment et est-ce que vous les accompagnez? Je regarde Anne, mais je pourrais aussi vous regarder Laurence. Je ne suis pas très à même de répondre. Hein. Moi, l'expérience avec la mairie de Paris, c'est la première expérience que j'ai de chiffrage d'un coût de décarbonation et de bénéfices de décarbonation au niveau d'une ville. On a beaucoup travaillé avec les services techniques, avec les élus de tous bords. Et on avait besoin de leur savoir-faire pour pouvoir traduire tout cela en chiffres. Alors, on a beaucoup appris sur l'expérience parisienne. Si maintenant on me dit de faire la même chose sur une ville plus petite, eh ben peut-être que j'y arriverai, mais j'aurais quand même besoin d'informations spécifiques qui sont liées au territoire, à la ville. Et donc, il va falloir sans doute que les villes, même les plus petites, développent des compétences et dépensent un petit peu d'argent ou affectent des ressources humaines à ces choses-là, parce que sans la ville, on n'aurait rien pu faire, nous. Sans les chiffres de la ville, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc, notre recherche, ça a vraiment été un très bon partenariat entre les deux. Et la ville a peut-être un rôle de tiers de confiance ou d'aide extérieure. Vous me disiez, quand on a échangé en amont, que la rénovation énergétique, notamment dans les copropriétés, pouvait être très très complexe s'il n'y avait pas cette petite aide extérieure. Là, c'est un peu le rôle de l'élu, peut-être? Alors là, c'est plutôt le rôle de la ville. Donc, la ville de Paris essaye de le faire. Alors, je ne suis pas là pour faire la pub de la ville de Paris, mais en gros, la rénovation thermique des bâtiments, ça coûte cher. Très cher, notamment à Paris. Et je pense que dans toutes les villes où il y a un côté patrimonial, ça va coûter cher. Si on se limite aux gains en termes de chauffage en moins, ça, c'est pas très rentable, voire ça n'est pas rentable. Et en plus de ça, s'ajoute le fait que la plupart des propriétés sont des copropriétés. Donc c'est plus efficace de rénover un building dans son ensemble plutôt que de rénover chaque appartement séparément. Ça coûte moins cher de le faire tous ensemble et les performances seront meilleures si toute la copropriété le fait. Mais dans une copropriété, il faut que tout le monde soit d'accord ou qu'une très forte majorité soit d'accord. Et même si les gens sont d'accord, il faut qu'ils aient les moyens de financer. Une fois qu'on a tout ça, il faut encore que cette petite copropriété, souvent petite, parfois grande, mais parfois petite. Moi, j'habite dans un immeuble où il y a 8 copropriétaires. Eh bien, aucun d'entre nous n'a les compétences techniques pour aller discuter avec les gens qui vont faire les travaux. Donc la mairie de Paris, avec un truc qui s'appelle, je crois, Mon Coach CoPro, essaie justement d'accompagner les copropriétés en maîtrise d'ouvrage pour qu'il y ait quelqu'un qui connaisse et puis qu'il y ait un petit peu un partage de connaissances au fur et à mesure pour aider les gens au-delà des difficultés de paiement. Il y a aussi des aides financières, mais au-delà du côté financement, il y a aussi un vrai problème de connaissances et de discussion avec les gens qui font la rénovation thermique du bâtiment.
Voilà. Moi, je ne connaissais pas du tout ce dispositif. Depuis que j'ai travaillé sur l'étude de la mairie de Paris, je vais inciter ma copropriété à aller voir ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que ça passe, hein, c'est de l'essaimage progressif. Laurent, sur cette question d'accompagnement, oui, mais il fonctionnera. Accompagnement très, très concret, très prosaïque. Alors, nous, à la Caisse des dépôts, on a un réseau de directions régionales qui sont sur le terrain, au plus près des décideurs territoriaux. Donc, effectivement, et qui les connaissent. C'est pas comme votre réseau de conseillers, mais en tout cas, c'est eux qui dialoguent au quotidien avec les acteurs territoriaux. Alors, je salue en même temps des opérateurs de l'État. Nous ne sommes pas un opérateur de l'État, mais très impliqués dans les politiques publiques nationales en tant qu'établissement public financier sous surveillance du Parlement. Et donc, aux côtés de la mission adaptation qui est copilotée par l'ADEME et le CEREMA, ou en dehors, nous avons décidé, ça a été voté par nos instances au plus haut, des enveloppes d'ingénierie pour cofinancer des études d'accompagnement, de conseil aux collectivités, justement considérant que les enjeux de transformation des territoires dont on parle et auxquels sont confrontés les décideurs territoriaux sont de portée inconnue, rendent extrêmement complexe la décision, et en même temps, ils ne disposent pas toujours de l'ingénierie, de l'expertise dans leurs équipes. Donc on a débloqué des fonds, donc c'est de la subvention, même si je préfère parler de financement d'accompagnement, comme le prérequis à l'engagement de toute façon à toute décision d'investissement. Donc ça peut passer soit par ceux qui sont extrêmement peu équipés, par des marchés à bon de commande qu'on pilote et qu'on en intégralité, de façon à leur donner des points de méthodologique, des comparaisons, des inspirations. Ça peut être et quand on est sur des sujets plus lourds qui engagent la responsabilité et les choix intrinsèques effectivement à chaque décideur, on va plutôt être en cofinancement. Donc on n'est pas sur du guichet, c'est décider, négocier avec chaque direction régionale. Effectivement, et on voit qu'un des sujets, c'est d'être clair sur la qualification du besoin. De quoi parle-t-on vraiment? Quel est le réel besoin? Quelle est l'intentionnalité derrière l'étude qu'on veut faire? Elle va nous servir à quoi? Voilà, donc il y a tout ce travail pédagogique et de moyens financiers qui sont importants. Pour certains territoires qui sont particulièrement exposés, on va même jusqu'à cofinancer des chefs de projet, puisqu'on peut faire des études, mais l'équipage de la maîtrise d'ouvrage est un élément absolu, puisque le principe, mais tout le monde va être d'accord, c'est que les études qui finissent dans les tiroirs, on n'aime pas, n'empêche qu'il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, et nos équipes des directions régionales aiment bien parler aux décideurs, puisque c'est bien eux qui doivent donner le là. Et effectivement, dans des organisations de collectivités qui sont toutes différentes, et on est tous confrontés à ça, c'est sortir de l'effet silo et faire en sorte que l'information circule à l'intérieur même des services. Et puis, donc ça c'est sur l'accompagnement, mais je me permets de dire un mot sur le financement. Nous avons 3 modalités de financement principales, sans rentrer dans les détails. Donc nous sommes investisseurs effectivement au fonds propres dans les projets, et donc nous intégrons de plus en plus la question du risque climatique, pas que sous l'angle de la décarbonation, parce que la décarbonation ne résout pas le problème de l'adaptation, et je voulais le souligner. On peut avoir une infrastructure extrêmement décarbonée, mais qui est complètement dans une zone de submersion marine. Et voilà. Donc, et je ne les oppose pas, et ça a été dit ce matin, l'enjeu, il est bien de regarder ensemble ces sujets-là. Approche systémique, toujours. Oui, enfin, approche opérationnelle, j'aime bien aussi. Opérationnelle, c'est bien aussi. Si je puis me permettre. Le deuxième sujet, c'est le prêt, puisque nous finançons sur fonds d'épargne. On a plusieurs ressources financières, mais une de nos grosses sources de financement, c'est le fonds d'épargne. Donc, quoi de plus logique que d'utiliser le livret A des Français pour travailler à la résilience des territoires? Et donc, c'est ces ressources-là que nous finançons en prêt sur des enveloppes qui sont négociées avec le Trésor sur des durées longues, effectivement, et sur des maturités qui sont beaucoup plus longues que d'autres financeurs classiques, parce que justement, c'est une ressource particulière de financeurs de temps long. Et puis, un autre outil dont on parle peu souvent, mais c'est les consignations, et donc c'est la capacité à sécuriser de la ressource financière dans le temps. Voilà. Donc tout ça, dire qu'on a fait aussi bouger nos doctrines,
et les objets que l'on décide de financer. Regarder l'adaptation, c'est de se dire, il va falloir pas que je finance que de l'infra, même si c'est un sujet, il va pas falloir que je finance que de l'immobilier, il va aussi falloir que je finance le foncier en tant que tel, les sols en tant que tels, la capacité à financer ce qui relève du vivant comme des objets en tant que tels à financer. Et donc dans une matrice de financeurs, c'est un peu nouveau parce que ça ne s'amortit pas. Alors attends, je finance un truc. Mais justement parce que ça ne s'amortit pas, il faut le financer sur le long terme. Voilà. Donc ça change aussi des paradigmes dans le financement, de la façon dont on regarde l'actif à financer, mais bien dans la façon dont il apporte un déverrouillage du territoire et apporte des solutions en tant que telles, indépendamment de sa valeur en tant que telle. Et de financer l'humain pour accompagner le tout, comme le disait Vincent Viguier tout à l'heure dans son keynote. On va ouvrir la conversation avec vous qui êtes ici à la mairie de Paris. Alors vous connaissez le jeu, vous levez la main et puis vous participez. Nous avons déjà une main qui se lève tout au fond et nous allons avoir d'ici peu des micros qui vont venir. Et pendant que le micro va venir, j'ai Lilou. Alors Lilou, elle est formidable, elle a 16 ans, elle était là déjà dans la première session. Peut-être que Lilou va intervenir dans chacune des sessions, tant mieux. Alors c'est moi qui lis Lilou. Hein. En écoutant l'assureur, c'est Lilou qui parle. Hein. En cas de sinistre, il ne remet pas le sinistré dans l'état d'origine, mais peut financer une reconstruction ou réparation résiliente, point d'interrogation, donc mieux. Absolument, mieux parce que plus résiliente d'un point de vue adaptation climatique, justement avec toutes les normes thermiques, les normes de construction qu'on a évoquées. Donc ça c'est, je dirais, le build back better et puis le build back cheaper parce qu'avec des pièces de réemploi notamment sur l'automobile, eh bien quand vous avez un coût de sinistre qui coûte 30 à 40% moins cher, eh bien ça vaut vraiment, je dirais, l'occasion de le faire parce que derrière ça veut dire aussi un coût pour l'assureur moindre, donc une revalorisation, une prime moins élevée pour l'avenir. Est-ce que les micros vont arriver? Les micros vont arriver. Alors j'ai une question. Alors Raymond aussi intervient, mais Raymond, ce sont des questions très très longues. Alors je vais la lire parce qu'elle est très très longue. Je vais la lire, mais c'est un risque parce que je ne l'ai pas lu avant. Les travaux d'adaptation sont pour la plupart des travaux non rentables au sens de la réglementation financière et comptable actuelle. Comme personne ne peut les rembourser, sauf peut-être les générations futures. Ainsi, même pour un montant modeste par rapport au volume actuel des investissements annuels, 10 milliards de travaux d'adaptation, le chiffre cité par Vincent Viguier tout à l'heure, sauf garantie publique, aucune banque ne peut financer ces travaux. Alors bon, je ne vois pas de point d'interrogation, mais cela dit, peut-être que ça vous interpelle quelque part, ce que dit Raymond. Laurence ? Oui, c'était ce que je disais, c'est que l'actif, il n'a pas de valeur comptable qui s'amortit, on a une valeur active, valeur passive qui s'amortit. Donc on est beaucoup sur des coûts portés, des investissements, je vais rester sur ma ligne, portés par les collectivités ou les satellites ou les agences diverses et variées dans la qualité des espaces publics. Mais les entreprises, ça a été évoqué ce matin, commencent à elles-mêmes se poser la question de leur actif et de leur passif. Donc finalement, oui, jusqu'à présent, c'est des choses qu'on ne regardait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne regardait pas et qui n'avaient pas de modèle économique, et pourtant, ils ont été financés. Et donc, je me permets une petite incise. Pourquoi est-ce que quand on parle de la nature, par exemple, parce qu'il y a d'autres sujets d'adaptation, on dit toujours qu'il n'y a pas de modèle économique, mais pourquoi il y a tout un tas d'actifs où il n'y a pas de modèle économique non plus, mais pour lesquels on ne se pose pas la question de les financer pour autant? Vous avez 5 heures. Merci pour la question. Je vous renvoie la question. Voilà, vous pouvez y répondre sur le chat également. Anne, peut-être un mot? Oui, ça marche. Sur la rentabilité, c'est très difficile de savoir comment la calculer. Parce que, par exemple, si on rénove tous notre appartement à Paris et qu'on change notre voiture, on va être moins malade. Et il y a une étude récente de santé publique qui montre à quel point la réduction des particules fines permet de réduire tout un tas de maladies. Ça se chiffre en gain, entre guillemets, pour l'assurance maladie. Ce n'est pas l'assurance maladie qui doit financer la rénovation thermique de nos bâtiments, mais il y aura des économies qui, évidemment, ne sont pas prises dans le business plan du type qui rénove son appartement ou qui change sa voiture, mais à l'échelle de la collectivité locale, il y a des effets qui sont bénéfiques. Et donc, calculer la rentabilité d'une action d'adaptation ou de décarbonation, plus on englobe de choses,
plus ça va être rentable. Alors, au niveau mondial, c'est très rentable. Au niveau local, ça l'est un peu moins, parce que nos émissions de CO2, elles ne jouent pas directement sur ce qui se passe chez nous. Néanmoins, la rentabilité au niveau local, elle commence à être assez importante, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est-à-dire convaincre les gens que si jamais ils modifient leur comportement, c'est pas pour bénéficier, enfin ça va bénéficier à l'ensemble de la planète, mais via les co-bénéfices locaux, ça leur bénéficie à eux aussi. Et donc on n'est pas dans un puissant fond en disant oh oui mais moi j'émets moins de CO2 ou je fais telle chose, mais bon de toute façon les Américains continuent à polluer, donc mon action ne sert à rien. Alors c'est peut-être vrai du point de vue du CO2, mais du point de vue de l'air pur, du point de vue de la congestion automobile, du point de vue de la sinistralité des gens qui habitent dans des passoires thermiques, et bien là, l'impact et les co-bénéfices, ils peuvent être gigantesques. Et donc, peut-être qu'il faudrait un petit peu déplacer le discours et passer des effets sur les émissions de CO2 à des effets locaux. Et idem pour l'adaptation. L'adaptation, c'est plus simple parce qu'on voit bien que les effets sont locaux et ils ne sont pas globaux. Donc, du coup, c'est plus facile de voir comment on en bénéficie. Mais même les actions de décarbonation, au niveau local, elles bénéficient à la population. Avant de passer le micro dans la salle, Blaise Bourgeois, ou un rebond? Non, juste pour rebondir, et je dirais apporter un petit vent d'optimisme quand même, parce que à la question qu'on posait parfois à Hubert Reeves, qu'est-ce qui vous fait peur pour l'avenir, sa réponse immédiate, c'était ne pas agir. Et on a, je dirais, du capital, on a des sources de financement. La bonne nouvelle, c'est que tout est connu, tout est su, tout est à disposition. Ne pas rénover une passoire thermique, eh bien, ça veut dire que votre bien immobilier perd en valeur, chute en valeur. C'est un effet patrimonial direct sur votre épargne. Ça veut dire que vous ne pouvez plus le louer, donc vous n'avez plus de revenus récurrents. Et dans un mouvement où la démographie est en train de vieillir, ça, c'est aussi, je dirais, un enjeu sociétal plus large. Donc, mobiliser les moyens, on les a. On a évoqué le milliard 3, le milliard 5 qui est dans le projet de loi de finances aujourd'hui pour, je dirais, accompagner cette adaptation et cette transition écologique, dont les 300 millions du fonds Barnier. Ce que je veux juste préciser, c'est que l'indexation de la surprime Nat 4 qui a eu lieu cette année n'a pas été suivie d'une revalorisation du fonds Barnier à due concurrence. Donc après, il y a des choix publics qui sont faits en termes de mobilisation, je dirais, de ces ressources, peut-être à d'autres destinations, mais ça serait bien de les flécher plus directement pour les usages dont ils sont la priorité et l'objet. Une main levée dans la salle, et il y en avait une, oui, effectivement, au fond. Vous avez un micro, c'est parfait, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Sophie Cahen pour la Fédération nationale des travaux publics. Ma première question s'adresse à Monsieur Bourgeois. Le système assurantiel est fondé sur la réparation individuelle. Or, on voit que les politiques d'adaptation doivent être fondées sur de la prévention collective. Et on voit que même si le discours des assurances de plus en plus prône une responsabilisation des logiques de prévention individuelle et d'entreprise, leurs marges de manœuvre sont en réalité très limitées. Par exemple, sur le risque d'inondation, à moins de ne pas acheter en zone inondable ou d'installer sa cuisine au premier étage pour éviter les dégâts au rez-de-chaussée, on sait que les leviers d'action se situent autour des politiques de prévention des collectivités locales, dans un contexte où on sait que ce risque d'inondation va s'aggraver et qu'aujourd'hui, les plans de prévention des risques sont basés sur des photographies du passé et pas sur les projections à venir. Et donc, ma question, c'est comment le secteur assurantiel intègre ces logiques de prévention collective à une échelle de territoire pertinent. En d'autres termes, est-ce qu'à un moment donné, le secteur assurantiel va regarder les politiques publiques menées par les collectivités locales et en apprécier leur efficacité pour déterminer le niveau d'assurance d'un territoire? En termes de mutualisation, il n'est peut-être pas normal à terme que les mauvais élèves, en termes d'investissement dans l'adaptation, bénéficient de la même couverture d'assurance que les bons élèves. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième... Sur deux, hein. Pardon ? Sur deux questions.
C'était votre première question, Ma d'accord. première question, c'était vraiment sur la question assurance. On l'a entendu. La deuxième, c'est, on parle de financement, vous avez évoqué les passoires énergétiques, on voit bien qu'il y a une contrainte réglementaire pour effectivement avoir un levier sur la valeur des assets. Il y a aussi une autre logique, à mon avis, qui commence à émerger, c'est celle de la responsabilité. Responsabilité politique, mais aussi responsabilité civile, voire pénale. On sait que, par exemple, suite à la contamination des huîtres au norovirus dans le bassin d'Arcachon, aujourd'hui, les gestionnaires d'infrastructures des installations de traitement des eaux usées sont attaqués en justice pour défaut d'entretien. Là encore, il me semble que ces logiques de responsabilité vont aller croissant dans les années qui viennent. Et il y a là aussi des logiques derrière d'assurabilité demain de gestionnaires d'infrastructures, savoir est-ce qu'ils ont fait le job ou est-ce qu'ils n'ont pas fait le job. Merci madame. Alors c'est vaste et Blaise, peut-être que vous serez aidé peut-être par Laurence pour répondre à la question. Il faudrait allumer votre micro, Blaise. Non, Blaise, en tout cas, je vous laisse répondre. Allez-y. D'accord. Alors, peut-être juste un petit mot de disclaimer. Je ne suis pas le porte-parole de France Assureur. Je ne suis que le modeste représentant d'une des entités qui participent au secteur. Et je pense qu'il y a peut-être un temps d'avance justement dans les démarches qu'elle propose vis-à-vis de ses clients d'abord et ensuite de l'ensemble des territoires dans lesquels elle inscrit son activité. Ce que vous évoquez sur le risque lié, je dirais, à la responsabilité civile des entreprises en matière de droit environnemental, c'est effectivement une tendance qu'on note et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on les accompagne dans leur plan de prévention, non seulement industrielle, mais également de résilience climatique. Parce que derrière, en tant qu'assureur, forcément, on sera amené à payer ces sinistres-là. Donc, on voit que c'est une approche holistique, c'est une approche complète qu'il nous faut penser. On l'a évoqué, pour moi, ça passe par une articulation entre les mesures individuelles, la démarche individuelle, c'est la connaissance des risques, c'est son bilan climatique, c'est ses démarches de prévention, je dirais très concrètes, avec des mesures ciblées, très localisées. Vous voyez, il y a des mesures de bon sens, par exemple, sur le retrait gonflement argileux, qui consiste à élaguer autour de sa maison pour éviter que les arbres et leurs racines ne pompent toute l'eau qui vient fragiliser le terrain. Ça va être à l'occasion des inondations d'ouvrir les portes plutôt ou de surélever ses meubles effectivement pour éviter que des biens soient endommagés plus fortement. Vous pensez bien aussi que dans le rétablissement de l'activité des entreprises, quand elles sont, je dirais, victimes de ces aléas climatiques, eh bien on met tout en œuvre avec des partenaires comme Belfort par exemple pour les remettre sur pied le plus rapidement possible. Ça permet d'éviter une interruption d'activité trop longue qui coûte en termes de pertes pécuniaires pour l'entreprise et pour l'assureur. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on accompagne nos clients dans les démarches justement d'accès à des financements publics qui existent aujourd'hui. La bonne nouvelle, comme je l'ai évoqué, c'est que tous les outils sont à disposition. On a le fonds Barnier qui permet de financer tout un tas de mesures d'expropriation d'un côté, certes, mais surtout d'adaptation, notamment hydraulique, sur le risque inondation que vous évoquez. Eh bien, comment est-ce qu'en tant qu'assureur qui avons un réseau et un maillage territorial, je dirais, le plus large possible, on peut faciliter ces démarches non seulement auprès des communes, mais auprès des individus, des clients qui sont les nôtres, pour, je dirais, accélérer les démarches. Ce qu'on peut faire aussi, c'est cette prise de conscience au niveau des communes. Aujourd'hui, vous n'avez que même pas un quart des communes françaises qui ont des plans de prévention de risques naturels en place. Eh bien, c'est évidemment notre vocation d'aller stimuler à travers justement cette connaissance intime du territoire, l'ensemble des territoires qui sont exposés à aller chercher les sources de financement qui existent par ailleurs dans le domaine public et pour lesquelles nous payons tout un chacun ces cotisations. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des incitations fiscales. On l'évoquait par exemple comme l'assurance, comme incitation de nouveaux comportements. Eh bien, la fiscalité peut également y contribuer. Il y a un projet de loi de finances qui est dans les tuyaux depuis quelques temps maintenant, qui conditionnerait par exemple MaPrimeRénov' à la rénovation thermique des habitations. Ça nous paraît être une idée qui va dans la bonne direction et qui crée l'alignement d'intérêts justement entre, je dirais, la résilience climatique de tout un chacun et les modalités de financement qu'on peut y associer par ailleurs. Merci Blaise. Vous voulez compléter Anne, non? Laurence, Florence? On est bon sur ces questions. Il peut y avoir une autre main levée. J'ai également une question d'Emma qui nous regarde en direct et nous passerons après à la main, enfin au monsieur derrière la main qui se lève.
Comment assurer que les financements de l'adaptation n'empiètent pas sur les financements de l'atténuation? Qui veut s'emparer de cette question, de cette réponse? Anne? Alors j'ai une réponse, c'est pas tout à fait pareil, mais quand on rénove, si on fait que la rénovation thermique, ça coûte un certain montant, c'est pas hyper rentable, mais on sait combien ça coûte. Si en même temps on fait en sorte de faire la rénovation thermique pour aussi les chaleurs d'été, pour atténuer le réchauffement, et bien là ça peut devenir tout à fait rentable. Donc ça coûte marginalement, ça coûte pas beaucoup plus cher de prendre en compte à la fois la rénovation pour moins émettre de CO2 et la rénovation pour atténuer. Il faut les faire ensemble. Si on les fait séparément, on risque de payer un coût plus grand que si on fait les travaux en une seule fois. Donc, du coup, dans cette configuration-là, on n'a pas nécessairement de dilemme. Est-ce que je rénove, est-ce que je fais de l'atténuation ou de l'adaptation? Dans certains cas, dans un grand nombre de cas, on peut faire les deux en même temps, à un coût marginalement plus élevé que uniquement de l'atténuation. Merci Anne Paulard. Monsieur, vous aviez une question, oui. Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Vincent Pircher, donc je suis un membre de base de Météo et Climat, en ayant travaillé à Météo France et puis aussi après au ministère de la Transition écologique dans le domaine de l'observation de la Terre. Alors j'ai deux questions qui me viennent. Concernant ce que vous avez évoqué dans les études de décarbonation concernant une ville, un territoire, est-ce que vous avez traité tous les aspects de l'empreinte carbone ou seulement une partie? Et puis ma deuxième question, ça concerne le financement du long terme. On a quand même l'impression que pour vis-à-vis de l'adaptation, on va avoir à faire face à des coûts qui seront quand même beaucoup plus élevés pour la deuxième partie du siècle ou la fin du siècle. Et qu'est-ce que ça pose comme problème de préparer cela, à la fois en termes de mécanismes, est-ce qu'il faut inventer de nouveaux mécanismes financiers? Et l'autre point, comment dans ce cadre-là vous voyez que doit se faire la répartition de la prise en charge entre le niveau local, enfin entre les villes, les régions, le national et je dirais même aussi l'international pour certains sujets? Merci beaucoup pour ces deux questions qui ont des questions à l'intérieur. Sur la question, est-ce que tous les aspects de l'empreinte carbone ont été Alors, concernés? ce qu'on a considéré pour la décarbonation, c'est tout ce qui concerne les scopes 1 et 2. Donc, on n'a pas pris le scope 3. Donc, si jamais je suis sur... donc, c'est à la fois tout le carbone qui est émis à l'intérieur de la ville et puis tout le carbone qui est émis pour produire notamment l'énergie qui est utilisée à l'intérieur de la ville. En gros, c'est ça. Le scope 3, ça voudrait dire qu'on prenne aussi en compte par exemple, les émissions qui sont liées aux matériaux de construction qu'on prend en compte. Donc ça, on ne l'a pas pris en compte. Actuellement, notre évaluation des émissions de CO2 du scope 1 et 2 ensemble pour la ville de Paris, c'est 2,4. Alors, je ne sais plus quelle est ma métrique, parce que je suis pas... C'est 2,4, whatever. On peut retrouver cela voilà. dans le rapport. Et avec le plan climat tel qu'on l'a vu, nous, c'est des millions de tonnes, et on arriverait à 0,4 à l'horizon 2050, ce qui est l'objectif ZEN, puisqu'il y a une partie qui est absorbée. Voilà. Mais ça ne prend pas en compte le scope 3, effectivement. Merci Anne Paulard. Sur la question, c'est peut-être vous, Laurence Roux, sur la question des nouvelles mécaniques de financement à inventer pour préparer le très très long terme, réinventer les mécaniques, et sur le dispatch des attributions de chacun. Bon, là, je ne sais pas si cette question pourra avoir une réponse ici. Je suis pas sûre de répondre en totalité à la question. Non, le premier sujet, c'est déjà ce qu'a dit ma camarade, embarquer l'adaptation à chaque fois qu'on le peut. Et effectivement, ça ne s'oppose pas, c'est vraiment de l'embarquer. Et si je reprends l'exemple d'un plan pluriannuel d'investissement,
On a des coûts, des investissements qui génèrent des recettes, investisseurs classiques, et on a des investissements qui génèrent des économies ou des coûts évités. C'est le cas de la rénovation thermique, c'est le cas de l'adaptation, c'est que l'enjeu est d'éviter un certain nombre de dommages sur le territoire et donc de le protéger. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on a intérêt parfois à faire des investissements dans un certain ordre et plutôt commencer à faire ceux qui vont peut-être générer des économies de fonctionnement et maintenir une capacité d'investissement et de financement, alors que si on fait l'inverse, on voit bien qu'on va rétrécir la capacité à agir. Donc déjà, c'est encore une fois commencer à regarder à quoi on est soumis et de voir dans quel ordre est-ce qu'on peut prioriser des investissements et faire en sorte de ne pas atrophier notre capacité à faire. Après, oui, bien sûr, il y aura des financements innovants, il y a toute la question des marchés obligataires, il y a tout un tas de choses. Il y a des sujets sur lesquels on réfléchit en investissement. On n'est pas encore mature, puisqu'effectivement, comme on est sur une logique de un investissement, c'est un coût évité, et c'est pas un investissement égale une recette qui permet d'assurer une rentabilité des fonds propres, on voit bien que ça vient bousculer le paradigme d'un investisseur classique. Mais si on raisonne en systémique, on voit bien que c'est un schéma qui risque de nous atrophier collectivement. Donc évidemment, il y aura un peu d'innovation financière et de montage à aller chercher, et on n'est qu'au début de l'histoire. Je ne réponds pas à toute la question, j'en ai conscience. Mais voilà. Non, mais les échanges vont se poursuivre. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi un sujet que nous on voit tous les jours, c'est qu'aujourd'hui il y a des financements européens qui existent pour financer l'adaptation et qu'aujourd'hui les collectivités ne savent pas, ou n'arrivent pas, pour plein de raisons, à aller les chercher. Et nous, ce que l'on pense, c'est que personne n'a la totalité des solutions. Mais les subventions, qu'elles soient nationales, elles ne suffiront pas. Il y a des financements européens. C'est aussi une question de souveraineté européenne. Internationale, je ne sais plus, là, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, on n'en avait pas parlé. Je pensais que c'était intéressant de regarder ce mix de financement européen, national, encore une fois, autofinancement, capacité des uns et des autres, et dette. Mais dette, c'est pas dette pour s'endetter, c'est dette pour justement financer de la résilience. Et on en revient quelque part, où ça fait écho en tout cas à l'accompagnement des collectivités, au moins pour qu'elles connaissent tous les guichets qui peuvent se profiler devant elles. Et parfois, le fait de vouloir connaître tous les guichets avant même d'avoir réfléchi à son projet peut permettre de masquer la nécessité d'avoir une vraie réflexion sur son territoire. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Il faut prioriser. Il faut rester concentré. J'ai une toute dernière question, une question courte. J'ai démarré par un petit jeu, la question courte, réponse courte. Là, c'est pareil. On va finir par une question courte. Enfin, courte à dire. Et puis après, c'est vous qui avez le talent pour y répondre de manière courte. Si vous pouviez rendre une seule action obligatoire demain en prévention, ce serait laquelle? Je vous ai vu, Anne Pollard. Vous avez levé les yeux au ciel. Si vous pouviez rendre une seule action obligatoire demain en prévention, ce serait laquelle? Je commence par vous, Blaise. Je démarre pour laisser Anne réfléchir à la question. Pour nous, ça serait vraiment de simplifier les démarches d'accès au financement justement de la prévention. On l'a évoqué, il n'y a qu'un quart des communes qui ont accès à des plans de prévention des risques naturels. C'est moins de 6% des mesures du fonds Barnier qui sont routées vers des mesures individuelles. Et pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle, je dirais une lourdeur administrative qu'il faut absolument simplifier pour déverrouiller au moins cet accès-là. Merci. Florence? Je dirais systématiser les actions de sensibilisation des citoyens et des citoyennes. Je pense à l'exercice Paris 50 degrés. Je pense aussi plus récemment à l'exercice risque inondation qui a été mené par les équipes de la ville le 14 mai, avec des mises en situation concrètes, parce que je suis absolument convaincue du rôle moteur de l'émotion. C'est quand on est physiquement impliqué et du coup ému, qu'il y a derrière cette force motrice qui peut nous engager à agir. En vivant l'expérience. Exactement. Anne? Alors, moi, je n'en ferai pas quelque chose d'obligatoire, mais il y a aussi la force de l'exemple. C'est-à-dire que quand il y a des solutions qui marchent, qui ont marché, eh bien, il faut qu'elles soient connues. Et je pense que c'est beaucoup moins anxiogène
ce qui va nous arriver si jamais on sait qu'on peut faire quelque chose et que ça marche, qu'on a les solutions, plutôt que de se dire oh là là, là ça va coûter cher, on ne saura pas et tout ça. En fait, tout est possible et on est tous un peu anxieux à tort. On a raison d'être anxieux parce que si on ne fait rien, ça va aller mal, mais on peut faire des choses qui vont faire des choses. Oui, on peut être inquiet mais pas anxieux. Voilà. Et Laurence, pour finir, s'il y avait une action alors à rendre obligatoire ou en tout cas à renforcer, quoi. Effectivement, regarder l'échelle d'action, capacité à se projeter dans le ici et maintenant et sortir d'une approche globalisante qui fait qu'on peut s'y perdre et revenir à ce que ça veut dire et pour qui, pour justement permettre de se mettre sur un chemin de solution. Merci, bravo pour cet exercice. On le voit à travers vos regards croisés que financer l'adaptation, c'est pas juste chercher de l'argent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas uniquement chercher de l'argent, c'est clarifier aussi ce qu'on veut financer, ce qu'on veut accompagner. Et puis, moi je me dis que ça redéfinit un petit peu certaines notions comme c'est quoi qui est rentable, c'est quoi qui est utile, c'est quoi qui est prioritaire aussi, c'est un mot-clé qu'on a abordé. Mais finalement, c'est surtout ne pas avoir de regrets, c'est faire des actions sans regrets, parce que 2100, c'est demain. Merci beaucoup pour ces échanges nourris. Nous allons faire maintenant une pause déjeuner et on se retrouve à 14h30 pour une session qui portera sur les retours d'expériences concrets. Vous allez voir, il y a énormément de belles choses qui sont faites. À tout à l'heure.